Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue pour une nouvelle série santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative, plus à l'écoute des patients, et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-sellers tels que Se soigner toute l'année au naturel aux éditions Pratt. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec le docteur Charrier pour cet épisode. Nous allons passer en revue les indispensables de notre pharmacie naturelle à l'approche du printemps et de l'été. Vous saurez tout sur les piqûres de méduses, la circulation, une bonne circulation pour les jambes, éviter les gonflements des pieds, etc., éventuellement les cystites. Peut-être comment réagir face à une morsure de tique, une entorse, peut-être les gastro, les allergies, on en a déjà parlé dans un épisode, les coups de soleil, voilà, vous saurez tout sur la très bonne pharmacie naturelle printemps-été. Bonjour docteur Charrier. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve à nouveau. Alors au printemps, les températures changent, elles mettent notre métabolisme à plus rude épreuve. On en a parlé aussi dans un podcast sur la fatigue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au printemps ? Les allergies, on en a parlé au-dessus, mais reparlons-en un peu rapidement. Il y a les pollens, voilà. Il y a les pollens qui sont donc des allergènes qui viennent nous agresser. Et donc si on est sensible, ça va réveiller notre front allergique. Mais il y a surtout qu'on est dans une transition saisonnière et qu'après l'énergie de l'hiver qui était nécessaire pour lutter contre ne serait-ce la température et puis les germes qui à l'hiver, le printemps est une période... Qui est une période de relancement d'une nouvelle énergie. Donc on doit abandonner, on fait les graisses qu'on a accumulées pendant l'hiver, donc il faut commencer à les perdre au printemps. Ça, c'est des drainages physiologiques naturels qui se mettent en place. Oui. L'hiver, on a quand même tendance, même de façon culturelle, dans notre pays, on fait Réveillon de Noël, on fait le 1er de l'an, on fait la Chandeleur, on fait la Galette des Rois, on fait Mardi Gras. Enfin bon, ça prouve bien qu'on a besoin de s'engraisser l'hiver. Hein. Surtout à une époque où il n'y avait pas de chauffage, c'était quand même important d'avoir du gras pour nous protéger du froid. Voilà. Et ces graisses, on doit les enlever à l'arrivée du printemps. Tout ça, c'est des coûts énergétiques importants. Et donc, du coup, on peut être plus ou moins fragile. Pourquoi est-ce qu'on doit les enlever d'ailleurs pour s'alléger ? Parce qu'on est dans des dynamiques de recyclage en permanence, notre organisme. Donc, s'il gardait en stock, ça serait, au bout de quelques années, ce serait une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques de l'obésité, c'est qu'il y a et c'est pas des personnes qui manquent de motivation, c'est simplement qu'ils sont rentrés dans des dynamiques métaboliques où en fait ils ne font jamais physiologiquement, ils se débarrassent jamais des graisses de stock. Il n'y a pas de déstockage, quoi. Et non, et ça c'est des perturbations de leur terrain. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement à l'approche de l'été et au printemps là, pour déstocker un petit peu ? Alors c'est bien de faire des... On peut faire des petites cures alimentaires ou des petits jeûnes ou des jeûnes intermittents, même si c'est pas ce que moi je préfère, mais on peut se lancer sur une cure d'ananas champignon par exemple au mois de mai, pour les femmes surtout qui ont un peu d'infiltration tissulaire et qui veulent avoir une belle silhouette pour aller sur la plage un peu plus tard pendant l'été. Donc ananas,
Alors, ananas champignon, elle est plus adaptée pour la féminité. Ah, d'accord. Je parlais des kilos dont on veut se débarrasser. Je disais que c'était pas uniquement féminin. Mais... Non, mais l'ananas champignon, ça c'est plus le métabolisme féminin. Il y a une dynamique physiologique d'infiltration des graisses qu'on appelle gynoïdes, donc celles qui sont en haut des cuisses et sous-ombilicales, et qui répondent très très bien à cette cure ananas et champignons. Et sous quelle forme alors on apprend ? Ça c'est une journée on mange poisson-légumes, 2 jours on mange poisson-légumes, et après pendant 4 jours on mange que des ananas et des champignons. D'accord. Et on reprend par une dernière journée où on mange poisson-légumes. Et quel type de champignons, n'importe ? N'importe. Cuit ou cru. Si on les cuit, on les cuit à l'étouffée. On ne fait pas de friture, bien sûr, pendant cette période. On n'a pas d'effet yo-yo, de risque d'effet yo-yo ? Et non, parce que ce n'est pas un régime, c'est une cure. C'est une cure, très bien. Alors maintenant, on va faire un petit ping-pong sur les mots de l'été et du printemps. Ouais. Alors, on revient rapidement sur les allergies. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On est toujours sur le plantain, on l'a dit dans un podcast, mais pour ceux qui ne l'ont pas forcément écouté. Voilà, le plantain est très très bienvenu pour les allergies, la pensée sauvage également. C'est 2 plantes importantes à avoir à la maison. Si vous êtes plus allergie cutanée, on fera pensée sauvage. Et si vous êtes plus allergie plus interne, on sera plutôt sur du plantain. Et puis le petit couple cassis-églantier ? Alors le couple cassis-églantier, c'est pour bien soutenir la surrénale. Il faut savoir que la surrénale, quand elle est un peu faible, son hormone hypophysaire qui monte en puissance, c'est la CTH. Et la CTH, c'est l'hormone de l'allergie quelque part. Donc mieux on aura une surrénale qui fonctionne, et moins on aura d'ACTH. Et donc à partir de là, effectivement, ribes nigrum et rosa canina en gémothérapie vont bien soutenir l'activité de cette glande-là. Enfin, c'est 2 glandes, parce qu'on en a 2. Oui, cassis-églantier. Voilà, qui sont vraiment des glandes majeures pour l'adaptation. Intéressant. Venons-en peut-être aux morsures. C'est vrai que de plus en plus, les pharmaciens le disent, les médecins se méfiaient des tiques et de cette fameuse borréliose qui peut donner la maladie de Lyme. Tout à fait. C'était assez connu dans ma faculté, parce que le Poitou est une zone où il y a endémique de la maladie de Lyme. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation là-dessus sur le tout début de mes études. Ce qui était assez novateur finalement. Ouais. En fait, c'est pas que c'était novateur, c'est que c'était une pathologie régionale, point. Ouais. Donc on connaît les pathologies régionales. Les pathologies tropicales, on les apprend, on les voit jamais, sauf si on va vivre sous les tropiques, donc on les oublie aussi vite. Mais voilà, on connaissait aussi bien la maladie de Lyme dans le Poitou qu'on connaît la dengue en Martinique. Quoi. Alors moi, je connaissais bien la maladie de Lyme parce qu'il se trouve qu'aux États-Unis, j'habitais pas très loin de la ville de Lyme. D'où serait parti, soi-disant, peut-être le virus, mais ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup aussi dans cette région, parce qu'il n'y avait plus de loups, qui était le prédateur des cerfs, des daims et autres, et qui sont quand même vecteurs de cette maladie. Alors, c'est la tique qui est vectrice. Enfin, ils sont vecteurs via la tique qui est hébergée. Excusez-moi, j'ai fait un raccourci un peu rapide. Et non pas ces gros animaux. Et alors, la tique, quand elle est repue, elle tombe de l'animal qui la nourrit. Et elle va vivre sa petite vie dans son coin. Et puis après, quand elle a faim, elle monte sur des grandes feuilles. Et elle attend qu'un animal passe pour lui sauter dessus. Donc c'est pour ça que les chiens qui sont pas très hauts, par exemple, peuvent avoir plein de tiques sous leur ventre. Moi, j'ai eu un fox terrier quand il se sauvait sur les périodes où les tiques se reproduisent. Les chiens peuvent attraper une maladie qui est la pyroplasmose, qui est liée à l'intoxication par les tiques. Donc on était très vigilants parce qu'il en a fait 2 quand même. Oui. Donc et c'était affolant de voir le nombre de tiques qui peuvent grouiller. Donc en fait, pour que vous n'ayez pas de tiques sur vous, quand vous allez vous randonner, c'est en randonnée. On se protège, quoi. Voilà, faut se protéger, mais il faut se protéger bien. C'est-à-dire qu'il faut aucune zone cutanée accessible, et il faut aussi s'examiner, parce qu'elles vont souvent se cacher dans les plis, donc derrière le genou, dans le pli de l'aine. Dans la nuque. Voilà, dans la nuque. Là, on ne va pas forcément les voir. Donc si vous êtes à 2, c'est toujours bien, quand vous avez fait une randonnée, de faire une inspection assez régulière. Mais ça veut dire qu'il faut randonner avec des pantalons longs et des chaussettes qui remontent sur le pantalon. Ça, c'est plutôt au printemps. Ouais. Donc un peu à la mode Tintin. Oui. Casquette aussi. Voilà. Chapeau. Oui. Pour d'autres raisons aussi, mais c'est important. Et puis, il y a une astuce, c'est que la tique, elle n'aime pas la lavande. Ah. Donc il faut imprégner vos vêtements de lavande. Alors imprégner, c'est pas 3 gouttes. C'est vraiment une imprégnation, c'est-à-dire que vous sentez la lavande à 10 mètres. Alors maintenant, il y a des sprays naturels aux huiles essentielles anti-tiques, c'est pas mal, c'est peut-être plus facile. C'est pas mal, mais très souvent, on n'en met pas assez. Ah oui, donc il faut vraiment s'asperger, y compris les petits. Alors moi, je vais vous le dire, j'ai des patients qui ont fait Saint-Jacques-de-Compostelle en groupe, et la patiente, elle avait
amener des flacons d'huile essentielle de lavande, parce que ça, je le conseille toujours dans la randonnée, justement pour ce genre de choses. Et en fait, elle a mal fermé son flacon, donc elle a vidé son flacon dans son sac. Donc ça sentait tellement fort la lavande que, quand il dormait en dortoir, refuge, parfois c'est en dortoir, en fait, elle était un peu ostracisée parce qu'elle sentait, elle puait la lavande. N'empêche qu'ils ont tous eu des puces de lit, elle n'en a pas eu. Des punaises, pardon, pas les puces, les punaises de lit qu'on a aussi en randonnée. Voilà. Il y en a plein qui ont eu des tiques, elle n'en a pas eu. Voilà, parce que ses vêtements étaient imprégnés. Et pendant une semaine, on ne fait pas sa lessive quand on part en randonnée. Oui, bien sûr. Voilà. Donc tout ça pour dire que si on est vraiment très... Parce que très souvent, on va faire mais ce n'est pas suffisant, parce que ça s'évapore et après, on ne sent plus. Donc il faut vraiment imprégner le vêtement de lavande si vous allez dans une zone où vous savez que vous avez un fort potentiel d'avoir des tiques. Oui, et ça, on peut le trouver facilement. On trouve des cartographies maintenant. Oui. Et alors la lavande, vous n'êtes pas obligé d'acheter la plus chère. Le lavandin, c'est suffisant. Je veux dire, là, on est vraiment dans du répulsif et donc ça peut suffire. Et quand ça ne marche pas, c'est qu'on n'en a pas mis assez. C'est pas que ça ne marche pas. D'accord. Donc là, la dose fait le poison pour le tique. Voilà. En tout cas, le répulsif, voilà. Ouais. Ils n'aiment pas, donc ils vont sauter ailleurs, sur le voisin. Bon, ça, c'est une très bonne idée. Ensuite, contre les morsures, éventuellement, je pense aux serpents, mais on pense aussi aux méduses, piqûres de méduses. Ouais, alors c'est différent, mais sur le serpent, ça dépend du serpent. Ouais. Donc c'est bien d'avoir... un aspi-venin. Un aspi-venin, mais la plupart des aspi-venins ne sont pas adaptés aux serpents, ils sont adaptés aux insectes. Donc, il faut vraiment, si on est dans une zone où il y a beaucoup de serpents, il faut vraiment avoir un aspi venin de serpent, des pompes plus grosses. Donc, ça, il faut quand même l'avoir en conscience. La meilleure façon pour ne pas se faire mordre par les serpents, il ne faut pas croire, les serpents, ils n'ont pas envie de vous manger. On n'a pas de boa constrictor chez nous. D'ailleurs, le boa constrictor, il ne mord pas. Il va vous entourer, vous enserrer, vous broyer avant de vous engloutir. Tout de go. Nos petits serpents qui peuvent nous mordre, c'est qu'ils vous leur avez fait peur. Donc, en fait, ils sont surpris. Ils sont surpris. Alors, ils sont au chaud, tranquilles, peinards, et puis il y a deux fesses qui viennent se poser sur le caillou pour s'asseoir. Le serpent, il n'aime pas. Premier réflexe, clac, il mord. Vous êtes en train de marcher et il était également tranquille au chaud parce qu'ils sont souvent sur les pierres au chaud. Oui. Et là, il sursaute parce que vous l'avez réveillé dans sa sieste. Et donc, la première chose, c'est on m'attaque, j'agresse. Oui. Donc, voilà. Il se défend. Ils ont un bêta sympathique qui est très fort, on va dire. Donc, en fait, ce qu'il faut faire quand vous marchez, tout ça, qu'il y a des zones pierreuses et qu'il y a beaucoup de soleil, il faut faire du bruit. Donc, il faut avoir un bâton de marche. Le bâton de marche, ça sert aussi à taper l'environnement. Et c'est pour les vibrations ou... Oui, c'est les vibrations qui sont importantes. Ils sont sourds. Ils sont très sensibles à la vibration. C'est ça. Si on se fait piquer par des guêpes, abeilles, etc., qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il y a une petite huile essentielle. Alors, le premier réflexe, c'est de regarder si le dard il est ou pas dans la piqûre. Oui. Le premier réflexe à faire, c'est d'enlever le dard parce que le dard continue à injecter le poison. Donc, il faut avoir de bons yeux. La plupart des poisons des insectes volants sont thermolabiles. Donc, en général, c'est un poison qui se détruit à la chaleur. Donc, si vous avez un fumeur dans les parages... parce qu'à force de n'être pas fumeur, on n'a plus de fumeur, mais si vous avez un fumeur dans les parages, un bout de mégot sur lequel on vient de tirer qui est très chaud, on l'approche au plus près de la peau sans brûler la peau, mais ça peut suffire à détruire le truc. Si vous n'avez pas de fumeur, mais que vous avez des queues d'ail ou des bouts de paille, des choses comme ça, vous faites voilà, mais après, s'il n'y a pas de fumeur, il n'y a pas de briquet, il n'y a pas d'allumette. Donc c'est toujours intéressant d'avoir... peut-être un barbecue si on randonne ou si on a un en randonnée, c'est toujours intéressant d'avoir un briquet avec soi, même si on ne fume pas, quoi. On ne sait jamais, ça peut nous aider pour ce genre de choses. Donc en fait, il faut faire une petite braise et l'approcher au plus près de la brûlure pour l'éteindre. Après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a enlevé le dard, qu'on a mis le plus chaud, si on a à la maison, on peut faire bouillir du vinaigre également et faire des compresses avec du vinaigre très chaud, sans brûler la peau pour autant. Et une fois qu'on a fait ça, après on peut mettre de l'huile essentielle de lavande, qui est celle qu'on utilise le plus souvent pour ce type Argile aussi ? Alors l'argile va être intéressante surtout si vous n'arrivez pas à enlever le dard. Parce que l'argile va aller extraire le dard de la peau. Elle va extraire beaucoup d'éléments qui rentrent dans la peau, l'argile, que ce soit des graviers, que ce soit des choses comme ça. Donc avec effectivement un dard, ça va limiter l'inflammation locale. Et en plus l'argile, là, il faut la laisser sécher parce qu'elle va aller pomper le liquide. Allez, méduse, rapidement, méduse. Et les méduses, alors on est en maillot de bain au milieu de la plage, on n'a rien d'autre sous la main et on se fait piquer par les méduses. C'est pas grave, le remède il est à côté de vous parce que c'est le sable mouillé. Et si vous allez être sur les plages de Cannes où il n'y a que des cailloux... Pas de chance. Pas de chance. Pas de bol. Fallait aller ailleurs. Voilà. Fallait aller dans l'ouest, comme nous. Voilà.
On blague, évidemment. On aime les canaux. Mais autrement, vous prenez des algues si vous trouvez, enfin, ou de l'eau de mer et tout ça. Et en fait, il y a plein de petits filaments microscopiques. Et en fait, avec du sable mouillé, on ponce un petit peu tout ça et on évacue. Et on peut faire, même sans frotter, on peut faire alors certainement pas avec du sable sec, parce que là, vous allez accentuer la douleur. Mais vous faites un gros cataplasme de sable mouillé qui soigne plein de choses. Hein, parce qu'on n'en a pas parlé quand on a parlé des rhumatismes. C'est un traitement des rhumatismes, le sable mouillé aussi. Ah. Voilà. Les Portugais font beaucoup ça. Ils enterrent les gens sur la plage quand ils ont des rhumatismes. Il les déterre après, avant la marée montante. Oui, vaudrait mieux. Oui. Mais ce sable mouillé a des propriétés anti-inflammatoires, qui sont plutôt d'ordre électrophysique, du fait de, plein de choses qui vont tirer en fait tous ces petits fils. Et puis dès que vous pouvez, c'est du vinaigre chaud qu'on peut verser d'ailleurs. Vinaigre de pomme ou vinaigre Vinaigre de cidre, vinaigre de pomme, oui bien sûr. Ouais. C'est vinaigre de cidre, désolé. C'est le même. Oui, c'est le meilleur pour faire ce genre de choses. En Australie, vous avez Australie, c'est un pays quand même un peu terrible parce qu'il y a des animaux un peu bizarres. Ouais, des grosses araignées et tout. Et il y a des périodes où il y a des méduses qui sont extrêmement urticariantes, voire graves. J'étais à cette époque en Australie qui font la taille d'un pouce. Hein. Voilà, qui sont toutes petites. D'ailleurs, ils font des plages avec des filets spéciaux pour pas qu'elles viennent là sur les zones de baignade. Et moi, j'ai pas eu la chance d'aller en Australie, mais on me l'a raconté. Mais sur les plages où il y a ces risques-là, il y a des bouteilles de vinaigre tous les 10 mètres. Ah oui, alors moi, j'ai pas vu ça. En revanche, je me baignais en combi intégral parce que j'étais sur un bateau à l'époque, il y a très bien longtemps de ça. Et effectivement, je me baignais en combi intégral et on savait que si on se faisait piquer par la méduse, c'était l'hôpital et qu'on avait une chance sur 2 d'y passer. Hein. Voilà. Donc là, ça calme. Voilà, ça calme. Et là, on est content d'avoir le bon remède. Voilà. Est-ce que le sable fonctionne sur ce type de méduse ? Je pense, oui, si on fait ça vite. Je sais pas, j'ai pas l'expérience, mais ce qui est sûr, c'est que... Mais j'avais vu ça dans un reportage d'un journaliste qui montrait tous les 10 mètres, il y avait un piquet sur lequel étaient accrochées des bouteilles de vinaigre pour que les gens se versent ça sur les piqûres tout de suite. Ouais. Donc ça c'est parfait. Alors autre effectivement petite pathologie et maux de l'été, et parfois ça peut être aussi très problématique ou très grave, c'est la tourista si on va à l'étranger. Alors ça peut être vraiment pénible. Ouais, c'est pénible parce que ça dure 8 jours et quand on part en vacances une semaine, ça fait le timing, ça gâche le voyage. Ouais. Et donc, puis parfois on peut mettre aussi des semaines à s'en remettre. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait la tourista est liée à une toxine que produit une bactérie qui est Escherichia coli. Et Escherichia coli, c'est une bactérie qui représente à peu près 60% de la population des bactéries qu'on a dans le tube digestif. Donc on est habitué avec elle et elle fabrique cette toxine et on est habitué à cette toxine, donc on n'est pas malade. Mais quand vous faites un saut de puce sur la planète en prenant un avion et que vous allez d'un seul coup changer d'environnement, vous trouvez une autre Escherichia coli, mais qui est un petit peu différente. Comme on est différent d'un pays à un autre, mais les bactéries, c'est pareil, elles sont différentes, elles ont leur culture locale, on va dire. Et donc, vous rencontrez une Escherichia coli qui a une toxine un peu différente, c'est elle qui vous rend malade. Et donc, c'est le temps d'immunisation, la tourista. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément une bonne mémorisation dans l'immunité par rapport à ça, donc vous pouvez retourner dans le pays et refaire la tourista. Donc c'est une maladie des eaux sales qui est donc transmise par une contamination qu'on appelle orofécale. Ça, c'est pas très appétissant, mais c'est des eaux qui ont été souillées par les sels. Faut pas oublier qu'en France, quand vous êtes au bord de la mer, l'eau que vous avez du robinet, elle est passée au moins dans 4 à 5 stations d'épuration. Donc heureusement qu'on s'est nettoyé l'eau. Autrement, on ne pourrait pas la boire. Quand vous êtes dans certains pays qui sont en voie de développement, vous n'avez pas forcément ces stations d'épuration, ou alors elles peuvent être parfois submergées. C'est pour ça que même en France, quand il y a des périodes où il y a des inondations, tout ça, il peut y avoir des intoxications alimentaires, des intoxications de type tourista, qui sont liées, parce que même si on a pris l'eau du robinet, même si c'est passé par la station d'épuration, il y a eu des débordements qui font qu'il y a de l'eau sale qui est passée par là. Donc eau en bouteille, quand vous êtes inondé et que vous avez de l'eau dans la maison, malheureusement il faut boire de l'eau en bouteille pour cette raison-là, ou alors l'épurer avec de l'argile, mais ça, ce serait en étant en état de guerre, parce qu'on a quand même des moyens autres. Si on était en état de guerre ou de grande catastrophe naturelle, vous trouvez du charbon, vous trouvez de l'argile, vous mettez dans un récipient votre charbon, votre argile, vous laissez décanter quelques heures et vous avez une eau qui est propre. Vous la filtrez. Oui, après, bien sûr, mais cette argile et ce charbon vont capter les toxines. Ou alors vous faites bouillir l'eau aussi pour tuer les bactéries qu'il peut y avoir dedans. Mais la tourista que vous avez quand vous allez, je ne vais pas citer de pays parce qu'après ça peut être ostracisant, mais quand il y a certains pays qu'on connaît bien, c'est des endroits où il ne faut pas se brosser les dents avec l'eau du robinet, parce que ça peut suffire pour l'attraper. Donc on se brosse les dents avec l'eau en bouteille.
Alors ça paraît... Alors c'est vrai que c'est toujours un peu pénible, parce qu'il y a les légumes crus, on ne sait pas comment ils ont été lavés. Il ne faut pas manger de glace dans ces pays-là. C'est la glace qui est très porteuse aussi. Ouais. Les légumes crus, faut limiter, effectivement. Alors comment est-ce qu'on peut faire en préventif ? Est-ce qu'on prend un peu d'argile, un peu de charbon avant d'arriver ? Est-ce qu'on en prend ? Alors, une fois qu'on l'a, on va dire ce qu'on fait aussi. Ouais, en fait, moi j'ai une chance inouïe, c'est qu'en 2000, j'étais diplômé depuis 1998, et en 2000, j'ai contribué à un grand programme sur la demande de la présidence malgache. Et avec l'équipe des médecins qui m'ont formé, on était amené à travailler avec le ministère de la Santé malgache. Et j'ai fait plusieurs missions à Madagascar. C'était l'année où il y a eu l'invasion par le choléra à Madagascar. Le choléra est une maladie qui évolue du nord vers le sud au fil des siècles. Et donc Madagascar avait été indemne de choléra jusqu'aux années 2000. Le choléra, quand il arrive, il n'y a pas d'immunité de population. Donc la première année, il y a des tonnes de morts. La première vague était catastrophique. Et donc on a été appelés pour les aider. Et avec les conditions de ce pays, qui est quand même un peu difficile, mais c'est une maladie de la misère. Donc, ce sont des maladies de la misère, ces maladies comme le choléra. Et ça, c'est la pire des touristas. Oui. Mais c'est le même principe. C'est une toxine qui envahit le corps et qui vous entraîne des diarrhées profuses. Si vous allez perdre plusieurs litres dans la journée. Et donc, on avait mis un protocole de soins à base d'argile verte illite, ultra ventilée, et qu'on donnait aux patients. Et les patients qu'on prenait en charge, quand vous êtes infecté du choléra, il n'y a qu'un seul traitement et unique traitement, c'est la réhydratation. Et quand vous êtes en train de vomir et que vous avez la diarrhée et que vous faites plusieurs sauts par jour, c'est pas en vous donnant un verre d'eau qu'on va vous réhydrater. On est obligé de vous mettre une perfusion dans le bras avec du liquide qui circule là. C'est ça le traitement du choléra, c'est pas autre chose. Et nous, à ces patients-là, on leur a introduit en plus l'absorption d'argile à des doses assez fortes. Et on a eu 50% de nos patients qui, dès la première heure, arrêtaient de vomir. Et on avait des hospitalisations de cholérique qui étaient de 3 jours, alors que l'hospitalisation moyenne du cholérique est de 5 jours. Et dans nos groupes d'études, on n'a eu aucun décès quand on les prenait au bon moment. Quand on les prenait au début, quoi. On a des gens qui arrivent et qui meurent devant vous. Moi, j'ai vu un jeune homme, force de l'âge, qui devait à peine avoir 18 ans, mais une armoire à glace, tout ça, il était tireur de pouce-pouce. Il a fait son boulot parce qu'il devait travailler sur les marchés ou sur des travaux publics, je sais pas, mais quelque chose de très physique avec sa, c'était pas du pouce-pouce à touristes, c'était du pouce-pouce de matériaux, quoi. Donc vous imaginez. Il a dû avoir très soif. Il a pris sa bouteille qu'il a bu, qui était là en train de chauffer au soleil depuis un certain temps, et dans lequel il y avait la toxine. Il était à moins d'un quart d'heure du centre hospitalier. Il a été pris tout de suite de crampes digestives, tout de suite après avoir bu. Il a été amené tout de suite à l'hôpital. Il est mort devant nous. On n'a rien pu faire. Déshydratation majeure. Abominable, oui. Voilà, ça c'est le choléra. Eh bien, ces patients-là, avec l'argile, on a eu de super résultats qui ont été très très intéressants justement pour ça, parce que on arrive à calmer l'intoxination. C'est-à-dire que si vous prenez l'argile assez rapidement dans votre corps, cette argile a un effet comme une éponge qui relargue pas. Et donc, toutes les toxines qui sont dans votre tube digestif, elle va les absorber. Elle fait la même chose avec les médicaments aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre vos médicaments en même temps que l'argile. Oui, ou la contraception. Ou la contraception. Ou le pire, c'est les gens qui ont les médicaments pour la thyroïde qui sont très fragiles, ces médicaments-là. Donc, si vous ne les prenez pas à jeun, déjà, l'alimentation de base peut les absorber, mais si vous prenez un peu d'argile avec, c'est une catastrophe. Vous n'avez pas de traitement, quoi. Donc l'argile marche bien, et moi tous ces jours-là je le passais avec ma bouteille dans mon sac à dos, dans lequel j'avais mis un bon fond d'argile qui faisait bien 2-3 cm d'épaisseur, et de l'eau propre, c'est-à-dire de l'eau achetée en bouteille, que je mettais dedans, et j'avais en permanence, c'est-à-dire quand ma bouteille commençait à se vider, je rajoutais de l'eau, tant qu'il y avait de l'argile, ça dure assez longtemps, et à chaque fois que j'étais en situation à risque, parce que j'étais dans le bourbier quand même, et il n'y a pas de vaccin. Enfin, il y a un vaccin pour le choléra, mais il ne marche pas bien et l'OMS avait recommandé de ne pas le faire. Donc, il n'y a pas de moyen autre que se protéger. Et on touche des malades. J'ai touché des malades. Donc là, c'est hautement contaminant. Grâce à cette bouteille d'argile, moi, j'ai rien attrapé. Toute notre équipe qui était malgache, qui soignait les gens et qui prenait ce traitement-là en préventif, ça se passe très bien. Il faut juste faire attention à ne pas en prendre trop, parce que quand on psychote un peu, parce qu'on a peur, on peut en prendre trop, donc là on peut se constiper. C'est l'inverse qui nous arrive, et c'est jamais très confortable non plus. Donc voilà. Mais
Donc sur une simple tourista du touriste. Si on revient effectivement sur la tourista, on peut prendre un peu d'argile comme ça pendant tout le séjour. Voilà. Moi, ce que je conseille, c'est que quand on prend l'avion, par exemple, on ne doit rien avoir pour passer la douane, mais après, quand on a passé le passage de douane, on peut s'acheter des petites bouteilles. Il y a des petites bouteilles d'eau minérale bien connues qui sont bien solides et elles font souvent l'affaire. Donc vous remplissez votre bouteille avec de l'argile dans le fond et vous mettez de l'eau et ça c'est dans votre sac à dos et ça dure pendant tous les matins vous me buvez le surnageant, c'est-à-dire que votre bouteille vous l'avez posée la nuit sur la table de nuit, ça décante, vous allez boire juste l'eau qui est en surnageant et là vous êtes très préventif. On ne mélange pas donc. Non, mais par contre vous allez dans le sac à dos, si d'un seul coup vous allez manger dans un restaurant et que en sortant, on le sent en général assez vite que ça y est. Ou si on a un doute sur ce qu'on a mangé. Quoi. Là, par contre, vous brassez bien votre bouteille, vous absorbez un verre tout de suite, là, de la totalité du mélange. Si vous avez une tourista qui se déclenche, vous me buvez un verre d'argile après chaque sel non moulé. Et on fait très rapidement, votre tourista qui dure 8 jours, elle va se régler en 2-3 jours. Parfait. Super. Le charbon, efficace aussi ? Le charbon est surtout efficace dans l'absorption de la toxine, mais pas trop sur la qualité du transit. Et il va surtout, par contre, réguler s'il y a beaucoup de ballonnement. D'accord. Alors, on a encore 3 choses à voir. La circulation, les gens qui ont des problèmes de gonflement, dont je fais partie aussi, effectivement, qui font un peu de rétention d'eau. Les problèmes veineux, l'été, c'est très fréquent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il faut déjà, comme l'été, on part en vacances souvent et qu'on fait des longs trajets. Si on a ce problème-là, il faut mettre des bas de contention, même s'il fait chaud. Très bien. Et il faut s'arrêter toutes les 2 heures sur l'autoroute pour aller faire son pipi et boire de l'eau en compensation, parce qu'il faut faire circuler les fluides dans notre organisme, parce que l'eau que vous allez uriner, c'est pas celle que vous avez bu. Et il faut pas qu'elle stocke. Il faut pas qu'elle stocke. D'accord. Vous fabriquez plus de 12 à 14 litres d'eau par jour. Donc, si vous n'allez pas drainer de temps en temps et changer la qualité de cette eau, voilà, ça joue beaucoup. Il faut éviter, et puis pendant toutes ces 2 heures, vous allez marcher. Donc, en marchant, vous allez appuyer sur la plante des pieds. Et sous la plante des pieds, vous avez une éponge. À chaque fois qu'on appuie dessus, ça aide à faire remonter le sang. Et puis, vous avez le mollet, qui, lorsque vous avez une bonne marche, ce mollet, c'est le cœur de la jambe. C'est lui qui va pomper également, qui vous aider à faire remonter tout ça. Donc, faites ça. Si vous allez au bord de la mer ou au bord d'un lac et que vous avez ce problème-là, amusez-vous à marcher dans l'eau à mi-cuisse assez longtemps. Faites des grandes longueurs. Et ça sera vraiment thérapeutique pour vos jambes. Prenez des tisanes d'amamélis, qui est une plante qui est très, très adaptée à ça, et qui va drainer en douceur et qui va vraiment vous protéger. La vigne rouge, est-ce que c'est quelque chose ? La vigne rouge est très, très bienvenue, bien sûr. Oui. Moi, j'utilise beaucoup en jeune pousse, justement, en gémothérapie. Oui. C'est une plante qui est magique, la vigne rouge. Oui. Allez, maintenant, on passe cystite, mycose, désagréments de l'été. Les cystites, c'est aussi parce que souvent, on ne s'hydrate pas assez, on n'est pas chez soi, etc. Et puis, les petites mycoses vaginales, désagréables aussi, mais ça fait partie parfois des désagréments de l'été. Alors, la cystite, elle accompagne souvent les jambes lourdes, en fait. Et c'est la congestion pelvienne favorise les cystites. Les rapports sexuels aussi favorisent les cystites. Donc c'est pour ça qu'il faut aller faire pipi après un rapport. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, dans des longs voyages, il faut aller faire pipi aussi pour éviter cette stase qui permet un passage de encore Escherichia coli. Ah oui, on revient. C'est la grande. Il y en a d'autres bactéries, mais c'est la principale qui vient là. Donc c'est une contamination fécale, c'est-à-dire qu'on est soi-même porteur du germe qui va nous rendre malades parce que les urines sont stériles. Il n'y a pas de bactéries. Voilà, il n'y a que les paraplégiques qui font de l'autosondage, qui ont créé une flore qui les protège dans leurs urines, mais autrement, chez les autres personnes, les urines sont totalement stériles. C'est bien que si vous êtes dans le désert, que vous voulez nettoyer une plaie de façon stérile, c'est avec l'urine que vous allez le faire. Mais en faisant un premier jet, parce qu'on fait la partie distale, c'est-à-dire l'urètre, peut être contaminé par voie rétrograde. Voilà. Mais vous faites le premier jet et après votre urine elle est stérile. C'est pour ça que quand vous faites un examen d'urine, on vous fait faire un petit pipi et après vous remplissez votre flacon. Exact. Il faut bien le faire parce qu'autrement c'est pas interprétable. Bref, tout ça pour dire que normalement il n'y a pas de germes dans les urines, mais que là on peut trouver Escherichia coli et Escherichia coli peut rentrer par voie naturelle, c'est-à-dire qu'il sort de l'anus et il remonte par tout le tractus urinaire. Parce que ce petit futé, c'est un escaladeur, donc il a une sorte de piolet qui l'aide à monter.
Et en plus, en servant de son piolet, il abîme la muqueuse, ce qui fait qu'il y a un peu d'inflammation. Ça favorise les copains c'est encore plus facile pour eux pour monter. Donc ça, c'est le problème des Escherichia coli. Donc une bonne chasse, c'est-à-dire que si vous tirez la chasse d'eau, tout le monde s'en va. Donc allez faire pipi et boire régulièrement. C'est une raison pour laquelle, quand on ne boit pas assez, on peut faire l'infection. Oui. Voilà. Mais on peut avoir aussi une contamination par voie hématogène, c'est-à-dire par les petits vaisseaux qui irriguent à la fois le sigmoïde et le rectum et la vessie. Et donc, dès que vous avez de la congestion pelvienne, donc les jambes lourdes, tout ça, dès que vous avez un rapport sexuel, pareil, ça crée de la congestion pelvienne, et bien là, ces petits vaisseaux peuvent prendre Escherichia coli dans le rectum et l'amener dans la vessie. La constipation et la diarrhée peuvent créer des cystites, pour cette raison-là aussi. Donc dès qu'il y a de l'inflammation dans cette zone-là, on peut être embêté. Les femmes ont plus souvent de cystites que les hommes, parce qu'elles ont un urètre qui est plus court. Oui. Et donc, et puis l'anatomie fait que l'urètre est noyé au milieu des muqueuses, donc dans un milieu qui est favorable au développement bactérien. L'urètre de l'homme est plus long. Mais quand l'homme attrape une cystite, très souvent, il fait avant une prostatite. Et là, c'est très compliqué parce que autant une cystite, ça peut se régler assez vite, autant une prostatite, ça peut prendre parfois des années pour se régler. Il faut savoir qu'une cystite, c'est une infection urinaire banale et non grave dans la mesure où il n'y a pas de température. Quand vous avez une cystite avec de la température, c'est plus une cystite, c'est une pyélonéphrite. C'est que c'est remonté dans les reins ? C'est remonté dans les reins et vous êtes en train d'abîmer les reins. Et chez un homme, c'est soit dans les reins, soit dans la prostate, et vous êtes en train d'abîmer ces tissus-là. C'est-à-dire que les bactéries sont en train de manger, sont en train de vous manger physiquement. À prendre très donc au sérieux. Là, c'est très au sérieux chez le médecin, sans hésiter. Mais la cystite commune, eh bien, elle peut se gérer en drainant. Et moi, j'aime bien utiliser l'aubier de tilleul sauvage du Roussillon. Ah, le fameux. Voilà. Qui est une super détox aussi si on veut perdre quelques kilos par la même occasion. C'est un détox doux qui draine l'intestin, qui draine les reins, qui draine la peau, qui a un effet qu'on dit balsamique. Alors ça, c'est de la vieille médecine, c'est des vieux mots de médecine qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Mais l'effet balsamique, on pourrait dire que c'est un adoucissant des muqueuses. On le connaît avec le vinaigre, ce terme. Voilà, c'est vrai. c'est vrai. Et c'est un adoucissant des muqueuses. Donc en fait, il vient apaiser ces muqueuses qui ont été irritées par Escherichia coli à cause de son piolet. Ah, très bien ça. Donc c'est 1 litre par jour. Pendant combien de temps ? Le temps qu'il faut, là aussi, en général, quand vous avez l'habitude d'avoir ces désagréments, vous sentez que vous êtes en train de basculer, tout de suite, une journée peut suffire. Après, ça peut être 7 jours s'il y a nécessité. De toute façon, ça fera du bien pour le corps pour plein d'autres raisons. On pense souvent au jus de canneberge aussi ? Oui, qui est très à la mode. Est-il vraiment efficace ? Si, il est efficace. Autant que la myrtille et les autres fruits rouges. La canneberge... Je vous vois faire des gros yeux, là. Oui, parce qu'on est en plein dans le monde du commerce. D'accord. La canneberge, ça vient de quoi ? Mais ils sont très intelligents et ils ont eu raison de le faire. Hein. Mais ça montre aussi un peu J'allais être méchant, donc je ne vais pas le dire, mais ça montre un peu le manque. Est dans des paradoxes parfois. Voilà, de certains paradoxes. En fait, la canneberge, c'est une baie rouge qui pousse à profusion en Amérique du Nord. Ça pousse à profusion et en fait, c'est pas bon. C'est acide, honnêtement, je préfère manger des myrtilles que de la canneberge. Oui. Et les gens qui étaient propriétaires de ces terres, vous savez, c'est vachement facile à récolter la canneberge. C'est pas récolté à la main, graine par graine. Vous savez comment ils les récoltent ? En bateau. En fait, ils font des systèmes d'irrigation qui font que quand les baies sont mûres, ils viennent inonder le terrain. Et donc les baies mûres vont se décrocher naturellement et venir flotter à la surface de l'eau. Oui, hop, après, et ils ont des bateaux avec des gros aspirateurs qui aspirent la surface de l'eau et comme ça ils récupèrent les baies. Ça vous donne une idée quand même de l'échelle. Oui. C'est pas nos petites myrtilles qu'on va récolter dans nos montagnes. Hein. Non, c'est pas le truc à la main. On est sur une autre échelle. L'Amérique du Nord, c'est quand même des grandes étendues. Et donc le problème, c'est que cette baie est difficile à vendre parce qu'elle n'est pas bonne, pas très bonne. Il y en a qui aiment, donc... Pour ceux qui aiment, vous avez de la chance, mais globalement, la population n'aime pas trop. Et donc, ces gens-là, ils ont une grande intelligence, ils se sont regroupés entre eux et ils ont payé des études pour démontrer que cette baie avait des propriétés sur les cystites, ce qui est vrai. Ce qu'on n'a pas fait avec nos myrtilles. Ou l'aubier de tilleul.
ou l'aubier de tilleul. Voilà. Mais là, il y avait un intérêt économique à le faire, parce qu'à partir du moment où ils l'ont démontré, les marchands de compléments alimentaires, ils peuvent mettre de la canneberge en termes d'allégation. Voilà, et ils peuvent mettre une allégation où il y a écrit cystite sur le complément alimentaire. Mais ça marche quand même. Voilà, mais ça marche quand même. D'accord. Sauf que moi, je préfère beaucoup la gémothérapie de myrtille, par exemple, en l'occurrence, ou des RL rouges. Alors oui, c'est ça qu'on peut prendre. RL rouge, alors oui, ça fait partie des... Vaccinium vitis ou la myrtille, Vaccinium myrtillus, qui sont 2 plantes très importantes à lesquelles j'associe souvent la vigne rouge, Vitis vinifera. Donc là, on a 3 plantes qu'on peut prendre en gémothérapie et qui vont avoir... parce que souvent, alors les boissons qu'on voit avec la canneberge, il y a plein de, soit de sucre, soit d'aspartame, soit de saloperies comme ça. Donc, voilà. Alors, je pense, là, on parle des cystites de l'été potentiellement, mais les gens qui ont des cystites récidivantes un peu toute l'année, est-ce qu'ils peuvent prendre là ce que vous venez d'indiquer ? Bien sûr. C'est bien, en préventif et puis, ils peuvent prendre l'habitude de boire du jus de myrtille aussi au petit déjeuner. Ça fera du bien aussi pour la vision. Oui. Donc, c'est une très bonne chose. Alors super, et puis maintenant on arrive au coup de soleil, au coup de chaud, effectivement on s'est pris un coup sur la tête, on a trop pris le soleil, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas la même chose d'ailleurs, un coup de soleil et un coup de chaud, c'est pas tout à fait pareil. Le coup de chaud c'est la déshydratation, ce coup de chaud peut nous amener à faire l'hydrocution quand on va se baigner, donc là on a un arrêt cardiaque et en général on meurt sur place. Oui. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire du secourisme. Parce que le seul secours qu'on peut faire, c'est venir faire du bouche à bouche et un massage cardiaque. Donc on devrait apprendre ça à l'école, et que ça ne devrait pas être des formations volontaires, mais ça devrait faire partie de notre éducation. Savez-vous qu'en Suisse, pour passer le permis, c'est obligatoire ? Ça, c'est une bonne chose. 2 jours de formation. Et c'est un minimum, il y a des choses minimum qu'on devrait apprendre dans nos populations. Changer une roue de voiture aussi. Ah, si, ouais. Par exemple, c'est un autre terrain, mais quand même. Notre maman nous disait toujours ça. Mais ça peut sauver des vies et parce que sur la plage, ça capte pas toujours les réseaux. Et puis, il y a des plages qui sont surveillées, mais si vous allez faire le bain de soirée, il n'y a plus les surveillants. Or, c'est souvent plutôt à 18h que c'est intéressant la plage, à mon avis, plutôt qu'en plein cagnard. Vous pouvez être sur une plage super isolée, etc. Voilà. Et puis... étant originaire de l'île d'Oléron, donc les plages je connais bien, mais les locaux ils vont pas à la plage à 14h. Donc déjà on n'a pas de coup de chaud parce qu'on va pas sur plein cagnard sur la plage. Au gentil soleil. On y va en fin d'après-midi à partir de 17h. Et en fait ça nous étonne toujours de voir que les gens qui viennent en vacances, on les croise, on est dans un changement de direction, ils partent tous de la plage à ce moment-là, ils ont été à la plage comme au bureau. Non, profitez de vos vacances et profitez de ce début d'après-midi pour visiter le lieu où vous êtes et terminer votre journée par la plage. Vous allez voir, c'est hyper sympa. Faire une petite sieste, comme on disait dans certains podcasts. Puis vous amenez l'apéro sur la plage et c'est encore plus sympa. Et puis une guitare et puis vous terminez la soirée là. C'est parti. On voit bien l'ambiance d'été là déjà. Et moi je trouve que c'est une meilleure façon et ça évite les coups de chaud, les coups de chaleur et ces choses-là. On est souvent déshydraté ou alors on est à l'hôtel donc on a mangé un repas trop riche à midi, on va se mettre sous le plein cagnard et après on saute à l'eau et voilà. Donc ça c'est le coup de chaud. Le coup de soleil c'est la première exposition au soleil et quand notre peau n'est pas habituée, il y a une brûlure. On a une période où il y avait des trous dans la couche d'ozone, ça c'est en train de se réparer bien heureusement, mais dans cette période-là on sentait carrément, moi j'ai senti le soleil brûler ma peau quand on est dans ces période-là. Donc quand vous commencez à sentir le soleil brûler la peau, ça commence à être presque trop tard, donc là il est urgent de vous protéger du soleil, de vous mettre à l'ombre. Faites attention parce que quand on est au bord de l'eau, on a tendance à se rafraîchir avec l'eau et voilà. En l'occurrence, à Madagascar, j'ai eu la chance d'une journée parce qu'on a été soigner un village où on a été en pirogue pour les soigner. Et au retour, quand on passait dans une réserve, notre chauffeur de bateau nous avait préparé des masques de plongée. Il voulait qu'on regarde. Et c'est un endroit où il y avait plein de courants, donc c'est les barques avec un balancier, vous voyez. Oui, très bien. Et donc on était dans l'eau et on se tenait au balancier parce qu'autrement on se faisait emporter par le courant pour regarder le fond. C'était magnifique. En un quart d'heure, je me suis brûlé la main. Et je ne l'ai pas senti parce que l'eau, le clapot venait en permanence recouvrir ça. Et c'est comme ça qu'on se brûle. Donc attention quand on fait même du paddle qui est très à la mode, etc. Les jeunes qui s'amusent sur les paddles, effectivement. Et quand vous sentez que ça chauffe, n'allez pas mettre de l'eau pour vous calmer. Parce que là, vous aggravez, vous mettez une loupe en plus. C'est ça. On reste bon sens. Alors, toujours. La première chose à faire quand vous n'avez rien d'autre et que vous arrivez à la maison, un coup de soleil, c'est d'ouvrir un yaourt et de le verser sur la brûlure. Ah, très bonne chose ça.
Voilà. Et ça, les yaourts, en général, il y en a beaucoup. Parfois même, on les amène à la plage. Donc, voilà. Et ça va vous faire et puis, on est généreux, quoi. Et ça va aider à bien réhydrater la peau, à limiter la sensation de brûlure. Après, la meilleure huile qui soit, c'est l'huile de millepertuis. Oui. Et l'huile de millepertuis, ça soigne la brûlure, ça prévient pas la brûlure. Et au contraire, il faut pas s'exposer au soleil quand on a mis de l'huile de millepertuis. C'est vrai. Donc, l'huile de millepertuis, c'est après la brûlure. Ça marche aussi avec les petites brûlures caustiques, quand vous faites de la cuisine. Vous avez... L'aloe vera, sinon ? Alors, l'aloe vera est très cicatrisant de la peau et c'est très, très bienvenu aussi, bien sûr. On a fini avec les coups de soleil. Il y a la pomme de terre. Ah oui. Voilà, parce que les patates, c'est aussi facile à trouver quand on est au camping et qu'on n'a rien et que c'est dimanche. Ouais. Parce que c'est le dimanche, c'est le deuxième jour d'arrivée, donc c'est là où on se brûle en général. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, votre patate... On voit que vous avez vécu tout ça avec des patients. Donc, les patates, vous coupez, vous l'épluchez, vous la lavez bien, parce qu'on va être sur une brûlure, donc il ne faut quand même pas qu'il y ait de la terre avec. Donc, vous la lavez bien, vous l'épluchez et vous coupez des lamelles, des chips, quoi. Comme si vous alliez faire des chips ou un gratin de finois. Voilà, et vous posez ces lamelles comme des écailles sur votre peau. Et dans cette pomme de terre fraîchement coupée, il y a une enzyme qui se dégrade très rapidement, mais qui a des effets cicatrisants. Donc, s'il faut vraiment que ce soit la patate fraîche, vous allez... Tout de suite. Ouais. Ne vous préparez pas un tupperware avec des tranches de patates au cas où je me brûle, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment, je coupe la patate, je pose dessus. Très bonne astuce, excellent. Allez, on termine ce podcast sur la pharmacie naturelle printemps-été avec les entorses éventuelles en rando. Là, c'est vraiment si on n'a rien d'autre sous la main et qu'on ne peut pas voir un médecin rapidement. C'est-à-dire que vous êtes en randonnée loin de tout, votre téléphone ne porte pas et vous faites un mauvais mouvement, vous tordez la cheville, voire vous cassez la clavicule. Oui. Comment on fait ? Alors en plus, si vous êtes tout seul. Danger, là. Danger, on ne va pas rester dans son coin sans bouger et attendre qu'on s'occupe de savoir si vous êtes... Mais ça arrive, moi qui vais en montagne, ça arrive très souvent. Oui. Voilà. Donc moi, j'invite toujours à partir en randonnée avec un flacon d'huile essentielle de Golteri. Parce que la Golteri a des propriétés analgésiantes, c'est une sorte d'anesthésie. Et donc quand vous faites un trauma majeur comme ça, et que vous êtes loin de tout, eh bien vous prenez votre flacon d'huile essentielle et vous le videz directement, tout le flacon, sur la zone qui a été meurtrie. Et ça va vous calmer, ça va vous anesthésier, ça vous permet de rentrer à la maison ou au moins de revenir au plus près des habitations pour pouvoir donner l'alerte. Après, vous allez douiller, mais pendant ce temps-là, ça vous a protégé. Normalement, on ne l'utilise pas pur sur la peau, mais dans ce cadre-là, exceptionnellement. C'est vraiment quelque chose qui a sauvé beaucoup de sauveteurs. Alors, autrement, c'est bien toujours d'avoir une bande dans son sac à dos, ça pèse pas lourd, ou éventuellement on en fait une en déchirant son t-shirt, mais c'est toujours bien d'aller bloquer une articulation qu'on a tordue, voire trouver une ou deux branches qui sont adaptées à proximité pour immobiliser l'articulation qui est en souffrance. Et ça peut nous permettre de rentrer. Mais si vous avez de la Golteri en plus, c'est bien mieux. Super, écoutez, super, on ne souhaite pas que ça arrive, mais en tout cas, si ça arrive, on sait beaucoup de choses. Merci infiniment, le docteur Charrier, vous êtes extrêmement précieux avec tous ces conseils. Vous savez comment partir avec des enfants à l'étranger ou sur nos plages ou nos montagnes françaises avec les bons remèdes. C'est pas forcément une grosse pharmacie. Allez, si on résume, on dit donc un flacon de Golteri, un peu de lavande pour les tiques, de l'argile, de toute façon toujours. Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour les allergies, plantain et puis le petit mariage cassis-églantier. Voilà. Pour les cystites, pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Exercice de mémoire, vous avez une meilleure mémoire que moi. Les raies rouges. Les raies rouges, la myrtille. Voilà, boire rouge. beaucoup. La vigne rouge aussi pour la circulation. La circulation, l'aubier de tilleul pour désinfecter. Voilà. La mamélisse, on a dit toujours pour la circulation. Ça commence à faire une belle pharmacie. Une belle petite pharmacie, une bande, ça c'est toujours bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Les conseils, c'est du bon sens. Un pot de yaourt, des pommes de terre, bien s'hydrater. De toute façon, ça toujours en été. Merci infiniment, à bientôt. On se retrouve pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et passez de bonnes vacances. Très bonnes vacances à toutes et à tous. Au revoir. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr, ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres, Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante, ou Soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel
toute l'année disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le Dr Charrier et tous ses excellents conseils. Voilà, tout cela, évidemment, ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.